Bonjour Nicolas B. Bonjour. Vous êtes ancien vice-président du Front National, puis de Reconquête. Vous êtes aujourd'hui député européen, on l'a dit, et membre d'Identité Liberté, le parti de Marion Maréchal. Dans l'actualité, des autoroutes sont encore bloquées ce matin par des agriculteurs, comme l'A63 ou encore l'A64 dans le sud-ouest, malgré l'opposition du gouvernement. Est-ce que vous soutenez ces blocages ? Je ne soutiens pas les blocages, mais je les comprends. Je comprends que nos agriculteurs expriment leur colère, parce que nos agriculteurs sont constamment les victimes des politiques qui sont menées, d'ailleurs aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Et quand il y a une crise sanitaire, comme c'est le cas depuis quelques jours, eh bien, au lieu d'être dans l'accompagnement, dans la compréhension, dans le soutien à nos agriculteurs, le gouvernement lui affiche une hostilité et un mépris incroyable en envoyant les CRS. Dès que les agriculteurs s'inquiètent légitimement pour leur situation, des troupeaux entiers qui sont décimés, qui vont prendre parfois des années ou des décennies à être reconstitués, eh bien le gouvernement considère que ces décisions sont les bonnes, tous décident à Paris dans les bureaux et nos agriculteurs n'ont plus qu'à subir. Or, nos agriculteurs souffrent de quoi ? Ils souffrent d'une politique qui consiste à augmenter en permanence les normes, les contraintes, les taxes, les impôts qui pèsent sur eux, et dans le même temps à les livrer à la concurrence déloyale. Et là, en l'occurrence, il y a la question de ce virus qui touche les bovins. Est-ce que vous êtes de ceux qui appellent à revoir ce système sanitaire et ses réflexes, notamment d'abattre un bovin et le cheptel entier dès qu'il y a un cas ? D'abord, je pense qu'il faut laisser là-dessus les scientifiques qui ont autorité prendre des décisions. Et s'il y a des décisions douloureuses, difficiles à prendre, sans doute faut-il les prendre, mais il faut les prendre en étant respectueux de nos agriculteurs. Donc vous ne remettez et de pas leur en travail. cause la stratégie du gouvernement sur la question sanitaire. Je ne dis pas du tout que le gouvernement a raison d'être aussi systématique qu'il ne l'est. Peut-être qu'il faut prendre des mesures plus souples, mettre en place des quarantaines, comme on le faisait autrefois avec une certaine efficacité, au lieu d'abattre systématiquement de manière préventive, en quelque sorte, comme ils le font aujourd'hui. Mais surtout... Il y a un consensus scientifique aujourd'hui sur l'abattage systématique. Par-dessus tout, le gouvernement doit, à minima, accompagner nos agriculteurs, les respecter, les indemniser et ne pas mépriser leurs inquiétudes et leurs souffrances comme ils le font depuis quelques jours. Il y a un fonds de soutien qui a été annoncé par Sébastien Lecornu de 11 millions d'euros. Il est suffisant ? Il est sans doute pas suffisant en volume et surtout, comme toujours, c'est tardif et on voit qu'ils ne font que réagir à la colère légitime. Il y a en France un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Nos agriculteurs, ils assurent l'alimentation des Français. C'est un point fondamental aussi de souveraineté, d'autosuffisance. Aujourd'hui, eh bien, on a une agriculture qui est affaiblie sur l'ensemble du territoire national et c'est la France qui s'en trouve affaiblie. On ne peut pas garder cette situation. Il faut que nos agriculteurs soient aidés, soutenus par le gouvernement et il faut surtout qu'ils soient protégés. L'une des raisons justement de la colère des agriculteurs, c'est le traité en cours de négociation entre l'Union européenne et le Mercosur. Vous êtes député européen. La Commission européenne a annoncé un report de la signature de ce traité le mois prochain. Est-ce que vous dites merci Giorgia Meloni et merci Emmanuel Macron ? Merci Giorgia Meloni parce qu'en l'occurrence, la situation est simple. Ursula von der Leyen veut passer en force. Elle veut signer le plus vite possible cet accord de libre-échange avec les pays du Mercosur. Emmanuel Macron s'apprête à céder. Il le dit ouvertement. Il y a un moment, il était pour le traité. Ensuite, il a été contre pour des raisons, d'ailleurs, pas toujours très claires. Vous pensez qu'il finira par dire oui ? Et je crains, en effet, qu'il cède. Et qu'il cède, d'ailleurs, sans contrepartie pour nos agriculteurs. Et pour l'instant, la seule qui tient bon, c'est Giorgia Meloni, qui, vendredi dernier, a obtenu un report. Alors, le report, ça n'est qu'un sursis. Il faut le mettre à profit. Et mi-janvier, l'accord sera à nouveau sur la table. D'où la nécessité d'avoir une voix absolument ferme. On est sur des sujets où c'est pas tant les clivages politiques que les clivages entre les pays. Tous les groupes politiques au Parlement européen sont partagés avec les Français à l'intérieur de chaque groupe qui sont majoritairement contre cet accord de libre-échange. Mais encore faut-il qu'Emmanuel Macron et ses ministres, à la table du Conseil, ne cèdent pas. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est d'avoir une quantité considérable, plus de 100 000 tonnes de viande bovine, plus de 180 000 tonnes de volailles qui arrivent, qui déferlent sur le marché européen. Ça crée une concurrence déloyale. Sur les 500 pesticides et produits phytosanitaires qui sont utilisés, par exemple, au Brésil, qui est le pays principal du Mercosur, eh bien, il y en a 150 qui sont interdits en Europe. Donc,
les normes ne sont pas les mêmes, ne sont pas respectées. On n'est pas capable de faire respecter nos normes européennes, c'est-à-dire les fameuses clauses miroirs dans les pays du Mercosur. Et donc, il faut être ferme. Et n'oublions pas que, de surcroît, il n'y a que 0,01% des marchandises qui arrivent sur nos ports européens qui sont contrôlées. Donc, quand on dit que les normes seront respectées et que ce sera équivalent, c'est un mensonge. On en vient au budget de la France, Nicolas Bay. Il n'y en aura pas d'ici le 31 décembre, c'est désormais sûr et certain. Le Premier ministre va recevoir les formations politiques à Matignon aujourd'hui. Il y aura un Conseil des ministres ce soir. Le Parlement qui sera saisi de cette loi spéciale demain. Votre parti compte 3 députés apparentés RN à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'ils voteront cette loi spéciale? Écoutez, ça, c'est leur responsabilité. Je pense que... Est-ce qu'il faut qu'ils le fassent? Moi, je pense que... il faut éviter par-dessus tout le chaos. Il faut éviter d'avoir une situation où la France n'a plus de budget. On voit d'ailleurs que Emmanuel Macron est focalisé sur l'essentiel pour lui, c'est-à-dire pouvoir lever les impôts et faire de la dette. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs depuis 8 ans. Hein. On a de plus en plus d'impôts. On est l'un des pays les plus taxés au monde. Vous pensez qu'un compromis est possible? Et on a une dette qui a augmenté de 1100 milliards au cours de ce quinquennat et demi d'Emmanuel Macron. Comment est-ce que le gouvernement arrive à trouver un compromis d'ici la fin du mois de janvier alors qu'il n'y est pas arrivé? Oui, je pense que ce sera très difficile. Peut-être finira-t-il d'ailleurs par utiliser à nouveau le 49.3. C'est votre souhait? Non, c'est pas mon souhait. Moi, ce que je souhaiterais, c'est un vrai retour aux urnes. Emmanuel Macron, il est dans la manœuvre politique permanente, et avec lui, Sébastien Lecornu aujourd'hui, alors que la vraie solution, ce serait le retour aux urnes, à la fois soit une démission du président de la République, de nouvelles élections présidentielles anticipées, soit aussi, parallèlement, et il ne l'a jamais fait, et on n'en a pas eu en France depuis maintenant 20 ans, des référendums sur les grands sujets qui préoccupent nos compatriotes. En confisquant en quelque sorte la démocratie, en refusant à la fois, alors qu'il est lourdement désavoué, de remettre son mandat, et en refusant de consulter les Français de manière référendaire, eh bien Emmanuel Macron montre que voilà, il cherche avant tout à s'agripper au pouvoir contre l'avis du peuple et contre nos intérêts vitaux, parce que pendant ce temps-là, c'est la France qui est en train de se déclasser sur la scène mondiale. Nicolas Bay, le 13 janvier prochain débutera votre procès en appel, comme Marine Le Pen, dans l'affaire des assistants parlementaires du FN. En première instance, vous avez été condamné pour détournement de fonds publics à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes sous bracelet et 3 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Vous avez, c'est pas vous, mais le Conseil d'État la justice. Moi, j'y vais avec sérénité, avec la certitude de mon innocence et avec la volonté de démontrer cette innocence. Je sais qu'il y a des magistrats qui essayent de faire leur travail avec honnêteté, avec impartialité dans notre pays. Je sais aussi qu'il y a des magistrats qui ont un agenda politique ou qui se laissent manipuler ou instrumentaliser. Ce qu'il faudrait, c'est que dans notre pays, les responsables politiques ne soient pas au-dessus des lois, bien sûr, mais ne soient pas non plus en dessous, et qu'on n'ait pas une justice qui vienne en permanence s'immiscer, contrarier les processus démocratiques. Aujourd'hui, notre système judiciaire est malade. L'exécution provisoire, c'est par exemple la remise en cause du principe même du double degré de juridiction, qui est un des éléments substantiels de l'état de droit. Voilà, donc il y a un vrai sujet sur le fonctionnement de la justice en France, mais moi, je suis là pour défendre mon innocence. Merci. Et j'espère que je pourrai le faire devant la cour d'appel. Merci beaucoup Nicolas Bay d'avoir été notre invité ce matin pour les 4V.